une sorte de régénération par le vide. Et on sait, et beaucoup de scientifiques se sont penchés là-dessus, et maintenant, il y a de plus en plus de publications sur le jeûne concernant l'immunité, concernant le cancer, concernant les maladies métaboliques, les maladies de peau, les allergies. Avoir conscience de cette intoxication qui nous amène vers des catastrophes sanitaires pour notre propre santé, simplement par le fait que on est un peu dans le trop-plein, dans l'accumulation de choses. On n'aurait pas de nous dire consommer, 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 c'est bon pour le produit intérieur brut. Oui, mais si à un moment donné, on avait une petite sobriété, à la fois sobriété énergétique, mais aussi une sobriété alimentaire, si on avait conscience de cette intoxication alimentaire que nous subissons, et si on acceptait de se soigner par le vide. Guy Tenenbaum, bienvenue à toi dans cette émission. Merci. Doc, donc je t'appelle Doc. Comme tu veux, Guy. Tu peux m'appeler Eric aussi, c'est pas un problème. Donc c'est vraiment un plaisir, c'est la 3e fois que tu viens dans cette émission, et c'est certainement pas la dernière. On va rappeler que tu as un site en ligne qui s'appelle Survivre au cancer, avec une chaîne dédiée sur YouTube, en français, également en anglais. Ça fait maintenant 4 ans, plus de 4 ans que tu t'es sorti d'une situation pour laquelle la médecine traditionnelle t'a abandonné. Donc on va peut-être revenir brièvement là-dessus, et surtout on va faire le point ensemble sur le jeûne et toutes les recherches scientifiques qui ont eu lieu dessus. J'ai vu, et tu me l'avais transmis, le fait qu'il y avait un article paru dans un journal anglophone qui parlait du métabolisme du cancer, le jeûne réinitialisé, le kétoparadoxe et les médicaments pour défaire. Alors c'était d'autant plus intéressant que généralement, les publications scientifiques sont faites par des médecins ou par des scientifiques. Or, tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es même, j'allais dire, mieux que ça, tu es un expert de la santé. Tu es véritablement un expert de la santé auquel beaucoup de scientifiques et de professeurs tendent l'oreille, parce que ton expérience a permis aussi de leur apporter beaucoup d'eau à leur moulin et beaucoup de connaissances sur l'alimentation et sur le jeûne. Cet article est préfacé par Maurice Israël, qui est quand même pas le premier venu dans le monde de la science, Eric Berg, et toi en 3e position. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de la genèse de cet article et pourquoi vous aviez senti tous les 3 le besoin de le faire? Alors, tout d'abord, c'est notre 2e article qui a été suivi d'un 3e. Pourquoi 2e? On s'est rendu compte très vite que j'arrive à aider les mourants du cancer, il n'y a pas d'autre mot, en les faisant survivre. Alors, comment est-ce que je fais? Je le dis toujours, je ne suis pas un génie, je n'ai rien inventé. J'ai passé des heures et des heures, et je continue à passer des heures à étudier les articles scientifiques sur PubMed, sur Nature, sur NCI, sur tous les sites reconnus, j'irais dire, de scientifiques, vraiment les poids lourds, Et donc, on s'est rendu compte des carences que peuvent avoir ces personnes, bien qu'étant poids lourds, parce qu'ils travaillent tous indépendamment les uns des autres. Alors, une publication, c'est quoi? C'est, par exemple, la nôtre a une 50 et quelques références d'articles scientifiques que nous avons trouvés et qui mènent à nos résultats. Et nos résultats, c'est ma survie. On a compris qu'en inhibant des gènes adultes, en réactivant des gènes infantiles, en inhibant certaines enzymes, SCOT, la thiolase, OXCT1, A4-1, nous pouvons guérir du cancer. Alors, c'est, j'irais dire, une porte
une porte, elle s'ouvre et elle se ferme dans les deux sens, normalement. Et il y a une anomalie, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une porte qui n'est plus une porte, mais un tourniquet. Tu sais, tu veux rentrer dans un hôtel, tu peux rentrer ou sortir, mais tu ne peux pas rentrer par le tourniquet et sortir par le tourniquet. Ou ils le mettent qui marche dans un sens ou dans l'autre, mais il ne marche que dans un sens, le tourniquet, habituellement. Et c'est exactement ce que nous avons constaté. Et donc, de cette manière, on arrive à inhiber la possibilité, c'est-à-dire à supprimer la possibilité au cancer de faire sa division. Tu vois, il se divise et les deux parties ont besoin d'un produit qui, je ne vais pas raconter toute la chaîne, un succinyl-CoA, acétyl-CoA, qui fabrique la membrane de la cellule du cancer. Et quand le cancer ne peut plus fabriquer sa membrane, eh ben la cellule meurt et ne peut plus se diviser, bien évidemment. Et quand nous avons découvert ceci, grâce, il faut bien le dire, à toutes ces 52 ou 55 publications qui nous ont précédés et à nos expériences personnelles, à nos recherches que nous avons faites avec des laboratoires français qui ont fait l'objet de notre première publication, nous avons décidé de lancer une étude qui est en cours, dont j'aurai les résultats probablement vers le 30 mai, et où nous étudions ce qu'on appelle des sidérophores, c'est-à-dire des dérivés de l'acide hydroxamique, qui est connu comme étant anti-cancer. Et de cette manière, je pense que nous arriverons à développer un traitement, un vrai traitement anti-cancer, ce que le monde entier cherche depuis 50 ans à coût de dizaines ou même centaines de milliards à travers le monde. Et je le répète encore, un peu de réflexion, un peu d'étude, un peu de compréhension de ce qu'est le cancer suffit à trouver la solution. C'est peut-être prétentieux, mais c'est la simple réalité. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux gènes adultes et aux gènes de l'enfance ou des gènes fétaux, mais c'est clairement de l'épigénétique, c'est-à-dire chercher à inhiber des gènes qui peuvent induire des modifications cancéreuses et activer des gènes de l'immunité, des gènes protecteurs. Ce sont des sources de recherche, effectivement, qui sont de plus en plus fréquentes en ce qui concerne l'épigénétique. On rappellera, Guy, que la cellule cancéreuse se nourrit de ce que nous lui apportons, notamment dans l'alimentation, particulièrement des sucres. Alors, je me permets de te contredire un petit peu, désolé, mais elle ne se nourrit pas de sucre. C'est justement parce qu'elle n'arrive pas à se nourrir de sucre que nos mitochondries ne fonctionnant pas, le sucre ne peut pas être assimilé, consommé par notre corps. Et qu'est-ce qui se passe? L'effet Warburg, c'est la fermentation du sucre. Et la fermentation du sucre crée le lactate, l'acide lactique, qui déclenche le cancer. Otto Warburg, prix Nobel, 1931, et ces recherches-là datent de 1924. Ça fait donc un siècle. Et la majorité des oncologues ne connaissent même pas cette étude qui a, je le répète, fait l'objet d'un prix Nobel et qui explique que le cancer est une maladie métabolique. Alors, tu en parlais à l'instant, l'épigénétique. Pendant des années, et la majorité
des oncologues, la majorité des recherches disent que le cancer est une maladie génétique. Mais c'est tout faux, c'est tout faux. Peut-être, comme dit le professeur Thomas Seyfried, peut-être 3% du cancer est génétique, mais le reste, c'est épigénétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a fait, par exemple, des études sur le cancer du sein et on voit que les gènes dans le cancer du sein sont pratiquement les mêmes dans tous les cancers du sein. Donc, on a décidé que si tu as ces gènes-là, c'est que génétiquement, tu étais programmé pour avoir un cancer du sein. Mais ce n'est pas vrai du tout. Tout à fait, il n'y a aucune fatalité. C'est l'épigénétique qui a transformé nos gènes, ce qu'on ne connaissait pas il y a quelques années. On ne connaissait pas l'épigénétique. On ne savait pas, on croyait qu'on naissait avec des gènes et qu'on les gardait identiques toute sa vie, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, on connaît l'épigénétique et on sait aujourd'hui que notre corps transforme nos gènes. L'épigénétique. Que notre corps les transforme et que notre comportement aussi transforme nos gènes. À savoir que quand on a une situation de stress, ne serait-ce que du stress psychologique, quand on traverse des périodes difficiles, quand on n'a pas de vie sociale, quand on a une alimentation transformée, désordonnée, nos bons gènes ne peuvent pas se manifester. Ils restent coincés dans leur bibliothèque, fermée à clé, comme dit le professeur Vincenzo Castronovo. Par contre, quand on a une vie tout à fait différente, une meilleure qualité de vie, qu'on passe un peu de temps au soleil, un peu d'activité physique, une alimentation saine, une bonne vie sociale, dans ce cas-là, on s'ouvre les bons gènes et on a une vie épigénétique bien améliorée, ce qui fait que, effectivement, même s'il y a de la génétique qui joue dans certains cancers, il n'y a pas, et c'est d'ailleurs valable pour toutes les autres pathologies, il n'y a pas de fatalité. Tout à fait. Et tu viens de citer Vincent Castronovo, qui m'a énormément apporté dès 2019, quand j'ai vu ces vidéos à rallonge, d'une intelligence, d'une précision absolument phénoménale. Et il m'a mis sur la voie. Tu as comme ça, dans mes playlists, les gens qui m'ont apporté énormément et qui m'ont fait comprendre ce qu'est le cancer, pourquoi on attrape le cancer. Et quand tu as compris ce qu'est le cancer, tu as compris que tu peux reverse. C'est-à-dire, si j'ai su fabriquer mon cancer, je saurais le défabriquer ou le démolir. Alors, justement, peux-tu nous donner ta définition du cancer, telle que tu l'as vécue, telle que tu l'as comprise? Alors, le cancer, bien sûr, c'est Thomas Seyfried qui m'en a donné l'épreuve. Je suis allé le voir complètement décharné en 2019 où je pesais 62 kilos, j'arrivais plus à marcher, j'étais complètement déshydraté. Et il m'a expliqué qu'une de ses amies avait fait un jeûne de 21 jours ou 25 jours, je crois, et qu'elle était morte, mais non pas quand ils ont fait son autopsie. Elle n'est pas morte du cancer, puisqu'elle n'avait plus de cancer, mais elle était morte dénutrie. De là, je suis allé chercher s'il y avait des antécédents. Et j'ai trouvé des études d'un Français naturopathe qui s'appelait Pasbeck. Je ne me rappelle plus son prénom. Et ce monsieur a dit dans les années 80 que les mourants du cancer mouraient dénutris et non pas du cancer lui-même. Donc, effectivement, ça se rejoignait. Et donc, j'ai su que bien que faisant un jeûne, il fallait
ne pas avoir de carence, il fallait que je prenne les nutriments nécessaires que mon corps avait besoin pour survivre et que ma maladie faisait que le cancer n'a plus la force, notre corps, pardon, pas le cancer, notre corps n'a plus la force d'aller chercher dans notre estomac les nutriments qu'il a besoin. Et donc, même quand on mange avec un cancer, c'est bien connu, les gens perdent du poids, les gens sont de plus en plus faibles alors qu'ils mangent. Et c'est pourquoi les oncologues te disent, surtout, il faut pas maigrir, il faut manger, il faut boire du Coca-Cola, il faut manger du sucre, parce qu'ils pensent que notre corps a encore la force de prendre nos nutriments là-dedans. Totalement faux. Ce que nous avons constaté très vite, c'est pourquoi je suis allé voir le professeur Maurice Israël, pourquoi je suis allé voir Eric Berg, pourquoi je suis allé voir Thomas Seyfried et bien d'autres, c'est pour être leur cobaye, leur guinea pig, comme ils disent les Américains. Je leur dis, vous êtes sur la voie, mais vous ne savez pas tout. Et moi, qui ne sais rien, je sais une seule chose, c'est comment ça marche. Vous avez une image biologique, vous savez que quand on fait ça, ça fait ça, quand on fait ça, ça fait ça. Moi, tout ça, je ne sais pas. Et à l'époque, je ne savais même pas non plus comment ça marche, mais je savais ce qui m'a sauvé. Et j'ai faire des études par la recherche, par différents laboratoires pour comprendre ce qui s'est passé en mon corps. Et là, quand j'ai compris, j'ai pu avancer et on a pu développer notre protocole de guérison. Et ce protocole de guérison, c'est un protocole de guérison. Ce n'est pas un protocole de rémission. Différence énorme. Pourquoi? Parce que les gens qui font la chimio, radiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie, et ben 2 ans, 3 ans après, paf, récidive. Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas eu de récidive? Bien sûr, tous les jours, j'ai peur d'une récidive. Chaque fois que je mange un carreau de chocolat ou que je fais un petit excès, j'ai peur, évidemment. Mais je n'ai toujours pas de récidive, je n'ai pas de cellules du cancer dans mon corps. Et mes partenaires de la team que nous avons constituée me disent, mais non, toi, tu es à l'abri. J'y crois pas. J'ai toujours mon épée de Damoclès, avant elle était là, et maintenant elle est là, et maintenant elle est encore plus haute. Et j'espère ne plus être en dessous. Mais il faut comprendre que le cancer est intelligent, que le cancer, quand il a appris comment quelqu'un l'a battu, il ne se fait pas avoir une deuxième fois. Et c'est un autre oncologue célèbre qui s'appelle Laurent Schwartz, qui m'a dit, quand le cancer revient, il tue en 4 jours. Et ça fait peur. Hein? Donc, voilà pourquoi je continue à chercher. Et je suis très fier de mon nouveau sacerdoce, si je peux parler comme ça, d'aider tellement de gens à survivre. Actuellement, j'ai une personne qui a eu un cancer du poumon. Puis, le cancer du poumon s'est développé dans le cerveau, récidive. Puis, opération. De nouveau, rémission. Puis, 4 métastases dans le cerveau. Alors, comme d'habitude, jamais, au grand jamais, je ne dis aux gens d'abandonner leur traitement que les oncologues donnent. C'est pas mon rôle,
je ne suis pas médecin, mais cette personne a 1 mois avant de commencer sa radiothérapie. Et il m'a dit, dans 1 mois, j'ai un IRM ou un scanner, je ne sais pas trop, de manière à voir ces métastases au cerveau. Et ils vont décider de la radiothérapie qu'ils vont lui faire. Et je lui ai dit, et si je te proposais d'essayer de faire comme moi? Tu demandes à ton oncologue s'il est d'accord. Et tu fais notre protocole de guérison. Tu fais notre jeûne. Comme tu as le mindset, tu as ton pouvoir de persuasion que tu ne vas pas mourir, eh bien, essaye. Qu'est-ce que ça va te coûter? Donc, peut-être que dans 1 mois, on aura une personne dont les métastases auront disparu ou seront en cours de disparition. Son oncologue lui a dit qu'il en aura probablement 5 au lieu de 4. S'il en a 3, 2, 1 ou plus du tout, mais quelle réussite! C'est déjà une belle chose que l'oncologue accepte. Je pense que ce sera bien de garder le contact avec lui parce que selon les résultats obtenus, ça pourrait faire changer la donne sur la façon dont les oncologues en règle générale voient le cancer et voient le jeûne thérapeutique. Parce que jusqu'à présent et dans ma pratique médicale, le jeûne thérapeutique, j'en ai très peu entendu parler parmi mes collègues oncologues. Alors, je vais te dire, moi, c'est mon rôle de dire aux gens, faites-vous accompagner d'un médecin, faites-vous surveiller, ne faites rien de vous-même, mais je ne sais pas, je ne connais pas l'oncologue de ce monsieur et je ne sais pas même s'il lui a demandé. Hein. Oui. Moi, je l'informe, je lui dis ce qui me semble absolument logique, je ne me substituerai jamais à un médecin. Comme tu m'as présenté, je ne suis pas médecin. Je dis ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait maintenant est publié scientifiquement sur PubMed et PubMed nous a même demandé l'autorisation de refaire un article un peu simplifié parce que le nôtre est vraiment très pointu sur une revue qui s'appelle Encyclopédia, qu'ils ont fait à leurs frais et qu'ils ont publié à leurs frais. Je te donnerai les 3 liens sur ces 3 publications. Sur mon site américain, Survive from Cancer, je les ai mis même avec l'intelligence artificielle, tu sais, pour les lire, pour les gens qui ont des iPhones ou des téléphones, et bien sûr, c'est impossible de lire une publication scientifique là-dessus. Donc, ils pourront l'écouter en anglais pour l'instant. Très bien. C'est le moment, Guy, de prévenir les gens qui ont un cancer ou ont déjà été suivis pour un cancer de ne jamais interrompre ni leur traitement, ni leur suivi avec leur médecin et de ne pas chercher à faire des choses dans leur coin sous prétexte qu'ils ont entendu une émission avec Guy Tenenbaum sur le jeûne et qu'ils veulent essayer le jeûne dans leur coin. Non, ce sont des pratiques qui s'encadrent, qui s'entourent. Il faut certainement pas faire ça, les choses comme ça tout seul dans son coin, parce que si vous ne mourrez pas de votre cancer, on aurait quand même mauvaise grâce que vous mourriez de dénutrition, comme le cas que nous a décrit Guy tout à l'heure. Donc, n'abandonnez jamais votre suivi et vos traitements si vous en avez. Ce que nous proposons est aussi une manière, ce que Guy vous propose est une manière de gérer les choses de façon optimale par rapport à ce qui vous sera proposé, mais surtout ne rien arrêter. Voilà, je voulais quand même que les choses soient très claires et qu'on ne soit pas accusé de faire du charlatanisme ou de l'exercice illégal de la médecine. Alors, sur la totalité de mes vidéos, en dessous de chacune de mes vidéos, j'écris « Ne me copiez pas sans l'accord de votre médecin. N'abandonnez pas vos traitements au prétexte de méthodes et produits naturels séduisants.
Si vous voulez prendre des compléments, c'est sous contrôle médical strict. Cela peut être dangereux. Voilà un avertissement. J'aimerais bien, Guy, on a parlé tout à l'heure de l'effet Warburg. Le titre de l'article, c'est Fasting Reset, the Keto Paradox and Drug for Undoing. Qu'est-ce que c'est que le Keto Paradox? Alors, c'est ce que j'ai remarqué très vite. Je me suis posé la question, pourquoi je suis pas mort? Hein, ça, c'était une question légitime, alors que tout le monde me disait que j'allais mourir. Et j'ai compris très vite, avec une grosse erreur, je dis qu'il y avait ketones et ketones, c'est-à-dire corps cétonique et corps cétonique. Il y avait les corps cétoniques qui sont produits par le jeûne thérapeutique, prolonged fasting, et il y a les ketones, les corps cétoniques, produits par la keto diet, la diète avec les 75% de gras, etc. Et donc, on a cherché quelle est la différence entre ce type de ketones. Et le premier à qui j'ai posé le problème, c'était Eric Berg, qui en a parlé avec un type qui s'appelait Sim Lang dans une vidéo qui date de 2019, où Sim Lang disait oui, il y a une différence et il expliquait de cette manière la différence. Mais après avoir cherché, on a compris qu'en fait, il n'y a qu'une seule sorte de corps cétonique. Mais par contre, ce qui change énormément, c'est que d'un côté, le corps cétonique agit en tant que signalisation et dans l'autre, il agit en tant que nutrition. Et c'est ça le keto paradoxe. C'est le même corps cétonique qui, d'un côté, peut tuer et de l'autre côté, peut soigner. Alors, effectivement, quand on fait une diète cétogène et qu'on mange énormément de gras, eh bien, qui c'est qui va manger ce gras? C'est notre cancer. Notre cancer, alors que aujourd'hui, il est de notoriété publique presque, à part certaines publications anglaises, Lisanti, enfin et autres, qui sont sous nos références, qui sont nos références, on nous dit non, le cancer ne peut pas fermenter les corps cétoniques. Mais on n'a jamais prétendu que le cancer puisse fermenter des corps cétoniques. Elles peuvent agir en tant que nutrition. Il peut les manger, tout simplement. Et ceci, quand il les mange, eh ben, il fabrique avec ce qu'il a besoin pour grossir, pour survivre, pour s'étendre, pour se développer et finalement nous tuer. Mais donc, c'est là où, en cherchant et pourquoi, on a trouvé l'inhibition des gènes adultes, la résurrection, j'irais dire, des gènes fœtaux ou infantiles et la réactivation, voilà. Et c'est ça le keto paradoxe. Alors, c'est extrêmement bien expliqué dans notre étude, puisque c'est tellement bien expliqué, comme je l'ai dit, que PubMed ont décidé de faire un article pour eux dans Encyclopédia. Alors, on m'a dit, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'Encyclopédia, je ne connaissais rien aux publications scientifiques avant 2018, date à laquelle mon cancer m'a été, où j'étais informé de la gravité de mon cancer phase terminale, dans les poumons, dans les métastases dans les os, les lymph nodes, c'est-à-dire les ganglions lymphatiques,
le côté du poumon. Bon, j'étais foutu. Et je me suis dit, c'est pas une option d'être foutu. Alors, si je devais mettre dans l'ordre ce qu'il faut faire, en premier, c'est la conviction qu'on ne va pas mourir. Parce que si votre oncologue vous dit vous allez mourir et que votre cerveau l'accepte et vous dit, votre cerveau aussi, vous dit vous allez mourir, eh bien vous allez mourir. Mais oui, si surtout que les patients n'ont pas envie de culpabiliser leur propre médecin. Si le médecin, il a science infuse, il a dit qu'on allait mourir dans 3 mois, on va s'arranger pour mourir dans 3 mois. C'est aussi un peu comme ça que ça se passe dans l'inconscient. Voilà, et alors après, on te dit, on va essayer l'hormonothérapie, on va essayer ci, alors ça peut être prolongé peut-être de quelques mois, et moi j'ai plongé dessus, on m'a proposé différentes choses, une opération, me supprimer la testostérone, conneries, c'est prouvé depuis plus de 12 ans que la testostérone n'a jamais été responsable du cancer de la prostate, mais ce sont les oestrogènes. Mais comme il y a eu un prix Nobel en 1960 qui disait que c'était mais vraiment pas prouvé, hein, je sais pas comment il a eu le prix Nobel, et ben bon, on décide, allez hop, on supprime la testostérone aux gens qui ont les cancers, et effectivement, il y a un petit mieux pendant un certain temps. Mais tous les gens qui ont un cancer de la prostate, qui suivent un traitement métabolique, n'ont plus de testostérone, ils meurent quand même. Pourquoi ? Parce que ça n'a jamais été la testostérone le responsable du cancer de la prostate. Tout simplement. Et il y a encore là aussi, c'est le professeur Schulman, qui est encore un Belge comme Castronovo, qui en parle, qui l'a prouvé depuis 12 ans. Il n'y a que des publications qui disent que le cancer de la prostate n'est pas alimenté par la testostérone. Et on te dit le contraire. Après, tu as des médicaments palliatifs comme le Zytiga, Janssen. Alors, ces médicaments palliatifs arrivent à te faire prolonger jusqu'à 2 ans. Personnellement, j'ai eu du Zytiga. On m'a proposé du Zytiga. J'ai pris du Zytiga, mais à mon habitude, j'ai cherché dans les publications que fait le Zytiga. Alors, le Zytiga, 30% de chance, ou plutôt malchance, de terminer avec un arrêt cardiaque. Et on te précise bien que c'est sur le site de Janssen, du fabricant, que c'est un médicament qui peut t'offrir une vie jusqu'à 23 mois dans des conditions, conditions d'un médicament, mais que de toute façon, c'est un médicament palliatif, donc que tu vas en mourir. Alors, moi, au bout d'1 mois, 2 mois, je ne me rappelle plus exactement, quand j'ai vu ça, eh ben, j'ai arrêté immédiatement. Voilà. Et en France, j'étais obligé de continuer à acheter ces médicaments si je voulais être couvert par la sécurité sociale. Parce que pour pouvoir bénéficier de la longue durée de la sécurité sociale, il faut suivre les traitements donnés par nos oncologues. Donc, j'ai triché, entre guillemets, en disant à mon oncologue, j'ai pris la liste de tous les effets secondaires. Je dis, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et alors, mon oncologue a dit, bon, ben, on va arrêter. Et ouf, j'étais plus obligé d'acheter le Zytiga. Parce que le Zytiga, aux États-Unis, c'était, si je me souviens bien, 25 000 € pour 1 mois. Oui, c'est ça. Et en France, c'était 25 000 $ et 3 050 €
pris en charge par la sécurité sociale en France. Et donc, j'ai voulu restituer les 40 ou 50 boîtes que j'ai encore chez moi en disant ça peut bénéficier à quelqu'un d'autre. Mais les pharmacies ne veulent pas reprendre des médicaments qui ont été vendus. Ils sont obligés de les détruire. Alors, je dis, OK, détruisez-les, mais donnez-moi un reçu comme quoi je vous les ai rendus. Parce que je veux pas qu'un jour, on me dise, c'est le Zytiga qui t'a soigné, la preuve, t'en as acheté 50 boîtes. Eh ben, les 50 boîtes, je les ai ici, dans mon tiroir, parce que personne n'a voulu me donner un reçu, et donc, je les ai toujours. Mais maintenant, c'est prouvé que cette hormonothérapie ne fonctionne pas. Quand je dis elle fonctionne pas, elle finit par tuer le malade, c'est tout. C'est un médicament palliatif. Et ce que je peux reprocher aux oncologues, c'est que beaucoup de gens, peut-être, ne le prendraient pas si on leur disait. Mais on leur dit pas. On leur dit, voilà votre traitement. Mais les gens, quand tu parles de traitement à un malade, ils croient quoi? Ils croient que c'est pour t'amener vers la guérison. Si on ne te le dit pas que c'est palliatif, tu ne peux pas le deviner si tu ne cherches pas toi-même. Alors Guy, on prête à Hippocrate cette fameuse phrase que ton aliment soit ton premier médicament. Alors dis-moi toi et dis-nous, quel est ton meilleur médicament? Quels sont tes meilleurs médicaments? Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait croire en la science et pas en la médecine. Parce que, hélas, ce n'est pas pareil du tout. On est d'accord. Voilà. Et donc, j'ai compris, grâce à Oshinori Oshumi, prix Nobel 2016, que le jeûne pouvait m'aider à guérir. J'ai bien dit m'aider à guérir et non pas me guérir. Pourquoi? Parce que le jeûne induit l'autophagie. Et l'autophagie, c'est quoi? C'est notre corps qu'on affame en fait. Donc de ce fait, on affame le cancer. Et si on affame le cancer, eh ben le cancer n'a plus la force d'entretenir tout ce qu'il fait. De ce fait, on perd nos cellules du cancer au profit de nouvelles cellules parce que notre corps attaque nos cellules déficientes, attaque nos cellules cancéreuses et les remplace par des cellules souches, des nouvelles cellules qui sont des cellules enfantines et qui, elles, notre corps sait les envoyer là où on en a besoin. Ça, c'est la première chose et pour moi, c'est indispensable. Ainsi, avec le jeûne, ce n'est plus le cancer qui se nourrit du corps, mais c'est le corps qui se nourrit du cancer. C'est magnifiquement résumé. Magnifiquement résumé. Et donc, mon premier jeûne a eu, au bout de 20 jours de jeûne, je me suis dit, puisque je lisais, comme je te l'ai dit, je me suis dit, et si j'aidais, il y a un problème. Non, ça va. Non, quand je parle, ça... Vas-y. Bon. Je me disais, il y a un problème. Moi, j'ai rien touché. Il y a quelque chose qui est ouvert. C'est pas chez moi. Non, bah, écoute, de ce côté-là, ça va bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, continue, parce que pour nous, moi, j'entends très très bien, j'ai aucun écho. Moi, ça dit deux fois.
Oui, j'ai un écho aussi. Ah. Alors, je vous propose de déconnecter, de vous reconnecter. Ok, tu referas la coupure. Oui, je vous attends. Ok. Bon, alors, comment je fais? On quitte et on revient. Je livre. Tu livres et tu reviens, Guy. D'accord. Excusez-nous pour cette petite interruption momentanée. On a un petit écho qui semble gêner notre invité, je le comprends. Donc, ils se déconnectent tous les deux, ils se reconnectent. Et j'espère qu'on va pouvoir ainsi résoudre le problème. Je vous demande juste quelques instants de patience, parce que ce que nous explique Guy Tenenbaum est très intéressant et peut aider, je pense, un certain nombre d'entre nous, notamment pour ce qui concerne le jeûne qui semble avoir des vertus thérapeutiques extraordinaires. Alors. Voilà, le doc est de retour. Ouais. On va attendre Guy un instant. Est-ce que ça correspond au fait que là, je venais d'avoir un appel sur WhatsApp que j'ai refusé? Est-ce que c'est ça en même temps? Oui. C'est ça. Voilà. Guy est là. Formidable. Super. Ok. Reprenez, messieurs, je vous en prie. Bon. On en était au jeûne. Oui. Alors, donc je vais repartir de manière à ce que ton ami puisse faire la liaison facile. Oui. Après 20 jours de jeûne, comme j'étudiais, je me suis dit, et si j'aidais mon corps à tuer mes cellules du cancer? Et j'avais étudié un autre professeur qui s'appelle, un trou de mémoire, Béliveau, un Canadien. Richard Béliveau. Richard Béliveau, tout à fait, qui lui expliquait, il a fait des boîtes de pétri et il a mis des cellules du cancer et il a mis les aliments, les légumes qui, dans un certain ordre, de manière à trouver ce qui tuait le plus les cellules du cancer. Alors, en premier, c'était l'ail. On était arrivé aux mêmes conclusions, c'est l'allicine de l'ail. On était arrivé aux mêmes conclusions. Deuxième, le sulforaphane, c'est-à-dire les brocolis, et en particulier les bébés brocolis de 4 jours qui ont jusqu'à 100 fois plus de sulforaphane que les autres. L'oignon, le poireau, le chou-fleur, le chou de Bruxelles, le céleri, tout ceci étant extrêmement efficace, les radis, contre le cancer. Et je ne suis nourri que de ceci pendant quasiment 2 ans. Je ne mangeais rien d'autre. Je mangeais en plus un peu de protéines quand j'ai vu que mes muscles disparaissaient. Même pas une petite entrecôte ou un carré de chocolat de temps en temps? Un carré de chocolat noir, oui, avant de dormir. Mais par contre, j'avais éliminé tout ce qui pouvait être inflammatoire, puisque on le sait, le cancer s'installe sur l'inflammation. Alors, quand on fait ceci, eh ben, j'ai aidé mon corps à trouver, en plus des nutriments que je prenais, des nutriments naturels. Alors, je donne toujours l'exemple de l'ail.
Alors, je prenais l'ail frais, c'est infect, hein. Je prenais l'ail noir, fermenté. Je prenais l'ail en poudre et je prenais l'ail en pilule. Et ceci, pareil pour le brocoli sprout en poudre, le turmeric, le curcuma, c'est la même chose, le gingembre, tout ce qui pouvait aider dans le cadre du cancer. Et donc, quand Hippocrate dit que ton aliment soit ton médicament, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais pendant tout ce temps, depuis toutes ces années, depuis 4 ans, on a essayé de comprendre et je pense qu'on a compris pourquoi. Et qu'est-ce qui fait que j'ai survécu, puisque ça a été toujours et c'est toujours ma grande question. Parce que si je comprends pourquoi je survis, je comprends comment je peux continuer à survivre. Donc, je continue à survivre. Et notre publication, c'est l'inhibition de 2 enzymes importantes, A4-1, la thiolase, et OXCT1, Scott. Et de cette manière, je le répète, le cancer ne peut fabriquer sa membrane. Voilà. J'avais vu aussi un truc intéressant sur une de tes chaînes un jour, c'est quelqu'un qui a interrogé, qui lui n'avait pas eu la même approche que toi pour se soigner d'un cancer du côlon, et il se vantait aussi d'avoir pu être guéri, bien qu'il fasse, ou peut-être à cause du fait qu'il fasse, de temps en temps aussi de la viande grillée, des barbecues, il s'en privait pas. Écoute, je te dis mon sentiment. C'est mon ami Fred avec lequel j'ai écrit un livre, Cancer, je me rappelle même plus le nom, mais on s'en est sorti, Guy et Fred l'ont fait. Et c'est devenu lui aussi un best-seller comme mes 3 bouquins précédents sur Amazon. Mais qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que je vais conseiller ce qu'il a fait? On sait que la cause première du cancer du côlon, c'est la viande. Oui. Bon, premier point. Donc, mon ami Fred avait une alimentation extrêmement saine. C'est un sportif de haut niveau, prof d'arts martiaux. Il a voulu un peu m'entraîner dans son sillage. C'est à mourir de rire comment j'étais maladroit à côté de lui. On dirait un félin, tu sais, quand il fait ses pompes. Alors, il fait les pompes en marchant, en couchant, en étant sur ses 4 membres. Mais c'est vraiment impressionnant. Et il a eu son cancer à cause de son stress. C'est un garçon qui stresse énormément et ça a été la raison de son cancer. Alors quand il a reverse, comme je dis toujours, il a essayé d'arrêter d'avoir du stress et il a mangé autre chose, c'est-à-dire plus que de la viande, grass-fed, c'est-à-dire pour qu'elle soit un peu moins inflammatoire. Il a rajouté le poisson, il a rajouté bien sûr ce que on lui a suggéré de rajouter, ce qui était pour rajouter énormément d'oméga 3 pour que la balance oméga 3, oméga 6 soit favorable, donc moins d'inflammation, et il s'en est sorti. Mais maintenant, jamais, au grand jamais aujourd'hui, du moins, je ne conseillerais à quelqu'un de faire un traitement anti-cancer basé sur la viande. Parce que malgré tout,
La viande est inflammatoire, la viande contient du fer. Le fer, ça rouille. Et il rouille dans notre corps aussi. Alors, j'ai appris, tu vois, comme quoi le cancer fait ce qu'il veut. Fred, dans ses analyses de sang, manque de fer en ne mangeant que de la viande. Là aussi, c'est un truc qui interroge. Pourquoi? Pourquoi? Alors, moi, ça m'inquiéterait. Ça m'inquiéterait. Voilà. Donc, En tout cas, je suis vraiment très content de ce que tu nous dis là parce que ça rejoint aussi un peu ce qu'on disait par rapport à l'épigénétique. Donc, je suis bien d'accord avec toi. J'approuve énormément ce que tu dis concernant ton expérience de jeûne et qui est en plus est de plus en plus cité dans la littérature scientifique et médicale. Donc, ça ne se remet même pas en cause. Mais tu parlais du stress de Fred. Et c'est de là dont on voulait venir, dont on a parlé au tout début de cette émission quand on parlait de l'épigénétique. Il y a des facteurs environnementaux qui nous amènent à induire une acidité du corps et par conséquent à risquer de voir apparaître des maladies chroniques, dont le cancer, dont toutes les maladies inflammatoires qui se terminent en IT, que ce soit les arthrites, les colites, etc. Et que notre mode de vie, pas seulement l'alimentation, mais notre mode de vie, peut nous permettre de modifier les choses et vraisemblablement que c'est l'épigénétique qui joue un rôle prépondérant là-dedans parce que en luttant contre le stress, on active des gènes de l'immunité. En faisant des activités physiques, on active des gènes de l'immunité tout autant qu'on stimule notre microbiote intestinal. En ayant une vie sociale et pas une vie de réseaux sociaux sur Internet, mais une vie sociale en 3 dimensions où on passe du temps convivial, où on s'embrasse, où on se fait des câlins. Tout ça, ce sont des choses qui activent fortement notre système immunitaire. Et c'est sans doute aussi ce que Fred avait expérimenté, non seulement en luttant contre le stress, mais avec toutes les activités physiques et sportives dont il était capable. Par la baisse du cortisol qui entraîne une baisse de l'insuline. Et donc, comme tu le sais, quasiment tous les cancéreux font de l'insulinorésistance. Et donc, voilà, on les connaît. On les connaît, les méthodes, on les connaît, les raisons. Et c'est une fois qu'on a compris, on peut lutter. Si on l'a pas compris, on est foutu. On est foutu. C'est triste à dire, mais j'essaye de spread the word, comme je le dis toujours, parce que c'est pas, tu sais, il y a Laurent Schwartz qui dit le cancer, une maladie pas si compliquée. Alors, il y a une seule chose que Laurent Schwartz disait, je ne sais pas puisque je l'ai perdu de vue en 2019, il disait que le cancer, c'est la faute à pas de chance. Le professeur Joyeux disait qu'il avait plein de méthodes et il t'expliquait que pour les cancers stade 4, tout ce qu'il avait dit à la fin de sa vidéo, il te disait, bon, ben, bien sûr, ça marche pas pour les cancers stade 4 qui sont foutus. Alors, nous, on a compris très vite, grâce à mon expérience, que ça veut rien dire. Quand tu as compris que le cancer a besoin d'un milieu acide pour se développer, et quand tu as compris que la cellule du cancer elle-même est alcaline, eh bien, il faut faire le contraire. Il faut alcaliniser ton milieu ambiant et acidifier la cellule du cancer. Et ça, c'est une autre université, encore des Belges, à Louvain, qui ont découvert, en même temps que nous pratiquement, que la DHA et le PA acidifient la cellule du cancer parce que
le cancer qui ne peut plus manger de sucre, à cause des mitochondries qui ne fonctionnent pas, donc le sucre fermente, mais qu'est-ce qui se passe quand tu manges plus de sucre? Eh bien, elle n'en a plus, donc tu affames ton cancer, et donc elle se retourne sur quoi, la cellule du cancer? Sur les corps cétoniques, et sur les corps cétoniques, c'est du gras. Et c'est quoi la DHA? C'est un type de gras. Donc, quand on pense que la cellule du cancer ne peut pas se nourrir de gras, c'est une grosse bêtise. Et l'université de Louvain l'a bien compris. Et elle nous explique, cette université, que le cancer mangeant la DHA étant acide, la cellule du cancer, au fur et à mesure, s'acidifie et meurt. Donc, chaque fois qu'on regarde les études, ça va dans le sens de nos découvertes. C'est pas compliqué à comprendre. Mais... Merci beaucoup, Guy. On arrive au terme de l'émission. Je voudrais juste que tu donnes un petit conseil, une petite phrase fétiche, quelque chose que tu aimes faire passer comme message à nos auditeurs pour cette fin. Et puis, nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un autre intervenant. D'accord. Écoute, alors, j'aimerais proposer, si c'est légal en France, aux gens à qui on vient de découvrir un cancer, à qui on donne un rendez-vous dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, pour commencer une chimiothérapie. J'aimerais pouvoir leur proposer de me rencontrer, de venir me voir. Et si l'oncologue de ce malade est d'accord, d'essayer ce que j'ai fait. Alors là,